Dans un premier temps, je voudrais revenir sur un certain nombre de choses. Donc, sur la question de la crise d'adolescence, et sur le statut de l'adolescence, et le statut de la jeunesse, etc. On a débattu, certains ont fait état de leur expérience, que ce soit dans d'autres sociétés au Maroc, au Maghreb, ou que ce soit à leur époque, jadis, qu'avant, il n'y avait pas de crise d'adolescence, ça n'existait pas, etc. Autrement dit, la crise d'adolescence ici est définie clairement comme une période de contestation de l'autorité, en particulier parentale, puisque les exemples qui ont été donnés, c'est un petit coup d'œil du papa, quelque chose était réglé, voilà. Donc c'était vraiment ce statut du jeune dans la famille. Dans la famille, il y a l'enfant, et ensuite il devient adulte. On le prépare à se marier, il va construire lui-même sa propre famille. Donc il y avait cette transition qui ne durait pas et qui passait effectivement par la transmission de liens familiales, etc. Alors, là-dessus, oui, ça a été dit aussi, conduite à risque, l'enfant qui défie, qui conteste l'autorité, il est obligé de s'opposer. Quelqu'un a dit ça, l'enfant est obligé de s'opposer, le jeune est obligé de s'opposer à ses parents, comme s'il y avait quelque chose de naturel. Il est poussé à cela, donc contestation d'autorité, tout ça, c'est naturel. Ensuite, il avait été évoqué la question du statut des responsabilités. Est-ce qu'on doit confier les responsabilités aux jeunes, etc. Ou au contraire, certains jeunes ne veulent pas de responsabilité, puisque quand on les responsabilise, ils disent que c'est trop, que c'est pas, ils peuvent rester encore enfants. L'histoire du deuil est importante aussi, c'est-à-dire que ces périodes de la jeunesse, ils sont en train de, leur enfance est en train de mourir. Ils ne sont plus les enfants. Donc ils doivent accepter de ne plus être des enfants, donc de ne plus se comporter comme des enfants, et de ne plus être considérés comme des enfants aussi. Parfois, ils vous font clairement savoir, mais moi je suis plus un enfant, etc. D'accord. Ou au contraire, quand ça les arrange. Toujours dans la négociation, ils veulent être enfants ou ne pas être enfants en fonction de ce qui les arrange. Donc, indéniablement, la question du conflit, elle est saine. Il faut vraiment comprendre la situation de crise comme quelque chose de simple, de normal. Bon, c'est tout à fait normal. Transforme, j'ai expliqué dans l'introduction tout à l'heure, c'est tout à fait ça. Par contre, c'est quand le conflit devient violent que le problème se pose. C'est la violence dans le conflit. C'est là où on n'arrive plus à gérer un certain nombre de choses. Et ça va passer par l'appréhension ça passe par la communication, et je vais m'arrêter là-dessus, parce que Fra a évoqué cela, la communication entre les parents et les jeunes. En général, mais plus que cela maintenant, c'est le jeune avec son enseignant à l'école, c'est le jeune avec la police, c'est le jeune avec tout ce qui peut incarner l'autorité. Il est dans un rapport de défiance. La question aussi du rapport aux institutions, ça a été évoqué, la participation citoyenne et politique des jeunes qui seraient dans une attitude démissionnaire, etc. Or, là-dessus, par exemple, on sait très clairement que les jeunes sont aussi une force de contestation de l'ordre établi, je l'ai dit, mais en même temps une force de contre-proposition. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dupes aussi du système démocratique dans lequel ils sont, ils voient les politiciens, ils sont intelligents. L'idée de croire qu'ils ne sont pas intelligents, qu'ils sont stupides, idiots et qu'ils ne doivent que apprendre ce qu'on a à dire, c'est cette vision extrêmement ascendante vis-à-vis des jeunes, est un piège, elle crée des conflits. En réalité, ils sont progressivement en train de monter dans le... Ils veulent une égalité, ils veulent du respect, ils veulent qu'on les considère comme des adultes à part entière. Ils sont petits, effectivement. Le fameux adage dit clairement que quand ils ont les 7 premières années, jouer avec eux, soit dans la distraction, le jeu, le plaisir, l'innocence, l'insouciance, cet état un petit peu angélique de l'enfant qui veut que s'amuser, jouer. Il est innocent, il ne sait pas ce qu'il fait, etc. Ensuite, les 7 années suivantes, c'est une période dans laquelle il est recommandé d'être effectivement autoritaire, de savoir poser des limites, un cadre, etc. Et de ne pas hésiter à entrer en conflit jusqu'à ses 14 ans. Parce qu'après, une fois qu'il est à 14 ans, qu'il devient adulte, il vous échappe. Et surtout s'il peut être capable de lever la main contre vous. Les drames familiaux, il en existe beaucoup, etc. Où la fille, elle peut partir, prendre ses clics et ses claques, etc. Donc là-dessus, ça c'est une réalité très dure, mais elle existe, donc il faut en avoir conscience. Pas idéaliser non plus tout ça. Donc avant qu'ils arrivent à cette période-là, posez-leur le cadre et les limites, etc. C'est extrêmement important. Et ça passe par effectivement un certain nombre de rituels qu'il faut préserver, entretenir et tout cela. Et la communication est extrêmement importante, mais je vais revenir. Et ensuite, effectivement, à partir du troisième tiers de ces 7 ans jusqu'à 21 ans, devenez un ami avec eux. Considérez-le comme un égal, etc. Et même pour la fille, aller faire du shopping ensemble, aller jouer au foot ensemble, à cet âge-là, ils ont besoin qu'on les considère, etc. Sinon, en quel cas, sinon, vous décalez les choses et vous rentrez en conflit avec un enfant qui a 16, 17, 18 ans et vous lève la main dessus, et etc. etc. Donc, il y a cette histoire d'étapes qui peut être une clé, qui est inspirée aussi de notre religion, mais je vais revenir sur la question de la religion qui a beaucoup évoqué, et c'est important aussi d'avoir ça. La question des fréquentations de la famille, je vais en parler aussi. Ok, l'hypersexualisation aussi des rapports sociaux en général, ça aussi je vais en parler dans ma synthèse. Alors je viens sur la question de la communication. La communication, ça a été dit, qui doit
écouter qui? La question du devoir. Est-ce que c'est les enfants, les jeunes qui doivent écouter les parents, qui sont dans ce rapport d'autorité, donc respecter l'autorité, le modèle très traditionnel, etc. Ou est-ce que nous sommes aujourd'hui dans la vision moderne de l'éducation en train de dire que les jeunes ont des choses à nous apprendre, on doit aussi les écouter. On doit écouter ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, etc. En réalité, c'est un faux conflit et un faux débat. C'est une question d'équilibre et de négociation. Ça dépend énormément de la personnalité du jeune, de la personnalité des parents, du contexte familial, culturel, religieux, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Les choses sont extrêmement complexes. Il ne faut pas les simplifier. Mais en tout état de cause, l'idée, c'est quand même qu'il faut s'écouter mutuellement, indéniablement avec les jeunes. Il faut autant le jeune écoute ses parents, parce que ses parents ont des choses à lui apprendre, de l'expérience, ça a été dit, ils n'ont pas d'expérience, les jeunes, ils ne savent pas ce à quoi ils s'attendent, etc. Autant les parents doivent également aussi, je utilise un doivent également écouter les jeunes parce qu'ils ont une expérience différente de la leur. Ils sont en train de vivre leur époque, leur jeunesse, leurs préoccupations. Nous sommes dans une société et dans une époque qui se modifie, dont les bouleversements sont considérables. Je pense juste aux technologies de l'information et de la communication, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi aux technologies de la circulation. Maintenant, vous pouvez prendre un avion à 4 heures, 5 heures, être à l'autre bout de l'Afrique, ou être en Chine, partir en voyage avec ses copains, faire un stage en Angleterre, etc. Les choses vont très très vite, etc. Donc il y a ces modifications, ces sociétés se transforment et évoluent. Et donc, on doit être réceptif et à l'écoute de nos jeunes aussi sur ce qu'ils nous disent de la société dans laquelle ils vivent et comment aussi les prémunir de certains nombre de dangers. Mais ce qui doit faire... en fait, il y a 3 types de rapports de communication possibles. Je simplifie volontairement. Il y a la confiance, c'est-à-dire qu'effectivement, votre père et votre mère vous fait confiance en tant que jeune. Et dans un peu vous donner la clé, vous pouvez rentrer à l'heure que vous voulez, vous pouvez regarder Internet comme vous voulez, regarder la télé comme vous voulez, jouer à la PlayStation comme vous voulez, aller sortir avec chez les copains que vous voulez, vous choisissez qui vous voulez, etc. Et il vous fait confiance. Et réciproquement. C'est-à-dire que l'enfant fait aussi confiance à son père ou à sa mère quand il lui dit arrête de porter ça, habille-toi comme ça, va à tel endroit, fais tes devoirs à telle heure, etc. Il a confiance à ses parents. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est le premier type de rapport. Est-ce que vous avez un rapport avec les jeunes avec les adultes avec les jeunes, un rapport de confiance mutuelle? Parce qu'auquel cas, si ce n'est pas la confiance, c'est la méfiance. On est dans la suspicion, on se méfie l'un de l'autre. Et puis les jeunes, ils sont extrêmement... ils parlent entre eux, ils sont extrêmement bavards, etc. Je vais venir sur la question du tabou, la question de la communication aussi. De quoi on peut parler avec les jeunes, et quelle légitimité on a en tant que parent, et puis ou pas, etc. pour parler avec les jeunes. Souvent, on sollicite d'autres personnes. Mais je vais venir. Donc là, la question de la méfiance, c'est un piège aussi. De tomber dans le rapport de méfiance, où vous-même vous vous méfiez de votre jeune. Vous ne faites pas confiance. Il vous dit qu'il va rentrer à telle heure, qu'il va aller à tel endroit, etc. Vous n'avez pas confiance. Vous vous méfiez de son attitude. Vous vous méfiez de lui. Et ça, il le sait, il le sent, et il vous le fera sentir aussi. Il va vous dire, tu ne me fais pas confiance, et puis, etc. Parfois, c'est juste pas faire confiance. Comme parfois aussi, l'inverse est possible. Et la question ensuite de la défiance, par contre, c'est cette attitude entre deux, qui en réalité, Hassan le disait tout à l'heure, juste titre, comment faire face à des problèmes de manière continue. Parce que la confiance, ça s'installe périodiquement, parce que de manière passagère, c'est la méfiance aussi. Dans le conflit, on se fait plus confiance. Donc en réalité, on va être dans ce rapport de défiance. On va se défier l'un et l'autre en tant qu'adulte et en tant que jeune. Et le jeune, il a besoin, ça a été dit aussi, de relever des défis, de montrer qu'il est capable, de montrer qu'il existe, et aussi, je reprends la formule, de montrer qu'il peut apporter quelque chose, qu'il peut contribuer à la société, qu'il peut changer la société en mieux, etc. Ou en moins mieux, c'est quoi. Mais voilà. Mais dans ces 3 types de rapports qu'il peut y avoir, confiance, méfiance et défiance, il y a 2 choses importantes qui peuvent être des clés pour aider les choses. D'abord, ça a été dit à juste titre, c'est la question de l'amour, la question de l'affection, de la tendresse qu'il doit y avoir entre les relations entre adultes et jeunes. Et réciproquement, et mutuellement. Et c'est extrêmement difficile, en particulier chez les garçons. Parce que la question de la virilité, il ne faut pas que tu pleures, il ne faut pas que tu dises je t'aime. Votre papa vous a-t-il dit à vous-même je t'aime, mon fils, littéralement. Dans la tradition maghrébine, ou une société dite patriarcale, c'est très rare. C'est très rare. En réalité, ils vous le disent toujours, mais à leur manière. Ils le font par les efforts qu'ils consacrent, par le travail, pour aller au chantier, pour rentrer le soir, pour aller construire la maison, pour ceci, pour cela. Ils vous montrent qu'ils vous aiment, mais de manière extrêmement différente, à leur façon, avec leurs gestes et leur attitude, plutôt que leurs mots. Et ça, or, parfois, on a besoin de communiquer, de verbaliser les choses, surtout dans une société de consommation, de communication comme la nôtre, où tout se dit, etc. Et donc, le jeune, il a besoin d'entendre que ses parents l'aiment, peu importe la façon de le dire, mais il a besoin de cet amour, qui va créer la confiance. Et inversement aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, les jeunes aussi sont dans des attitudes avec les parents, sous mon père, ou ma mère, etc., qui toujours fait ceci, cela, etc. L'amour, c'est égratigné, s'étiole au fur et à mesure du temps, etc. Et c'est cette place de l'amour que la religion va permettre, mais je vais revenir sur la religion tout à l'heure.
Donc c'est important, cette notion de l'amour. Dire qu'on aime nos jeunes, nos enfants, et eux aussi d'avoir le courage de le dire dans les yeux. Êtes vous-même, si votre père vous a jamais dit qu'il vous aime, littéralement, ayez le courage plus grand que celui que votre père, vous pensez que votre père n'a pas, pour aller lui dire à votre tour dans les yeux que vous l'aimez. Papa, je t'aime, mon père. Et ça, c'est des choses qui sont extrêmement difficiles, parfois, des choses simples, qu'on est capable de dire à des copains, des copines, ou avec des étrangers avec qui on peut construire une relation amoureuse, etc. Mais de dire à ses proches est difficile. Et donc ça, c'est un premier défi qu'il faut pouvoir relever, et c'est une clé aussi. Et cet amour, en réalité, pourquoi on n'arrive pas à le dire? Pourquoi on... Parce que tout simplement, il y a une autre dimension importante dans la relation avec les autres, c'est la peur. Le jeune a peur de grandir. Il a peur de ce qu'il va devenir. Il ne sait pas ce qu'il va devenir. Une société d'incertitude, ça a été dit, période d'incertitude. Aujourd'hui, l'incertitude structure nos sociétés. On est dans une période de doute permanent de tout, on relativise tout, on n'a plus de repères, tout est possible, tout est impossible, etc. Si je vous passe des détails, mais on est dans une société qui remet en cause énormément de structures sociales, ne serait-ce que la famille. Si on consacre 7 jours pour la famille, c'est bien que parce que la famille est en crise, que la famille est menacée, que la notion de famille traditionnelle se dépérit, que ce soit la question du mariage homosexuel, que ce soit les familles recomposées ou décomposées, etc. Tout cela pose un certain nombre de difficultés sous cette fin. Et on a peur. Mais on n'a peur pas que le jeune, l'adulte aussi, il a peur. Les deux ont peur. Et on est dans une situation où cette peur, on n'arrive pas à l'exprimer et on n'arrive pas à la prendre en charge. Et ça crée des attitudes où, en particulier chez les parents, où le jeune sous-estime les compétences de ses parents, estime que son père ne connaît rien à sa société, il ne connaît rien à son époque, il n'est pas contemporain, il ne connaît rien de la vie, etc. Donc on va contester l'autorité de ses parents de ce point de vue-là, et parce que son père, le père, quand il donne des ordres, quand il interdit, généralement ce sont des injonctions négatives. C'est toujours là en train de dire, ne fais pas ci, ne fais pas ça, etc. On connaît les années 68, la Révolution, fais pas ci, fais pas ça, toute cette période dans laquelle la culture occidentale en général et française en particulier, dans laquelle baignent aussi nos jeunes et nos enfants, c'est une réalité, structurent aussi leur représentation de l'autorité. Ils sont toujours en train de dire mon père, ma mère me dit que ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il faut faire, dans des injonctions. Ça, c'est un vrai problème. Donc cette peur-là, elle est vraiment inhibante et elle crée un certain nombre de choses. Il faut l'assumer. Moi, personnellement, je n'ai pas, enfin, par l'expérience personnelle, peu importe, mais dire à son enfant qu'on a peur de son avenir, qu'on a peur de ce qu'il peut devenir, de ce qu'il peut advenir de lui dans cette société, dans cette école, dans ce monde, etc., c'est un acte de courage qui permettra de trouver des solutions ensemble avec le jeune qui grandit, et notamment à travers notre foi, et c'est là où la place d'Allah, la place de Dieu est extrêmement importante, ça a été dit, et l'omnipotence d'Allah est tout puissant. Donc prend son emploi dans la famille musulmane en particulier. D'accord. Donc là, c'est un élément extrêmement important que la peur. Après, la question de la légitimité dans la communication. T'es qui pour me dire ce que j'ai à faire, ou t'es qui pour m'expliquer ce que l'enfant, quand il écoute son père, ça a été dit, il idéalise. La fille idéalise, son enfant idéalise ses parents. Il la voit comme la meilleure mère du monde. Il n'y a pas le meilleur, pas au monde où ce qu'on se montre que celui de ma mère. Et mon père, pareil, c'est le héros ordinaire, c'est l'homme le plus fort du monde. Mais quand il grandit, qu'il devient adulte, il se rend compte, en réalité, que c'était une illusion. Son père n'est pas le plus fort du monde, là. Je veux dire, il me fait chier, plus fort peut-être. Donc il y en a qui me mettent une tannée, comme disent les jeunes. Il n'y a pas de problème. Donc là-dessus, on est dans une déconstruction, d'une démystification de l'idéal paternel. Et là, l'enfant, ça l'insécurise. Il est dans une position d'insécurité affective. Il ne sait plus comment se positionner, il a peur. Si mes parents sont pas plus forts, si ma mère, mon père ne peut pas me protéger, si ma mère ne peut pas m'offrir cette affection, j'ai peur. Et donc on alimente cette peur-là, naturellement. Et donc là-dessus, va se poser un certain nombre de légitimité. Alors si mon père c'est pas le plus fort, si ma mère ne connaît pas tout, mon père ne connaît pas tout, qui d'autre le connaît? Qui va m'apprendre ma religion? Mon père. Et on a eu cette période des années 80, 90, etc. jusqu'à aujourd'hui, où la question de l'autorité, de l'éducation religieuse était en crise dans les familles. Parce que aujourd'hui on a accès à des milliers de sources, des milliers d'interprétations possibles de l'islam, et de ce qu'est l'islam, etc. Est-ce que c'est obligatoire ceci, pas obligatoire, comment il faut faire la prière, etc. Je prendrai une anecdote avec laquelle j'ai eu une fois l'occasion de discuter avec une sœur sur la manière d'enseigner aux jeunes, qu'est-ce qu'on doit dire aux jeunes, etc. Et la question était de savoir est-ce que le fajr, le sunna du matin, elle est obligatoire ou pas? Est-ce que se lever le matin, etc., là, est obligatoire? Est-ce que je dois dire ça aux jeunes en lui expliquant que la sunna fajr que tu vas louper, elle est farde pour toi, alors que c'est une sunna? Ce qui est fort, c'est sobh pour faire ça. D'accord. Donc c'est sobh qui est obligatoire. Sobh à son temps imparti, d'accord, qui va de l'aube, effectivement, du sud jusqu'à ce que le lever du soleil soit établi. Et donc c'est cette période-là dans laquelle l'enfant doit se lever, l'enfant adulte, comme le Kaldef, c'est aussi, on va y revenir, le responsable de la doit se lever pour faire sa prière, etc. Mais qu'est-ce que je dois dire à mon jeune? Je dois lui dire qu'il doit se lever néanmoins à 5h58 parce que c'est l'heure de fête, etc. Et je dois lui enseigner obligatoirement que c'est comme ça, etc.
Alors, il va petit à petit ne plus vous faire confiance quand il va apprendre qu'en réalité, le Fajr al-Sunna, qu'il peut ne pas la faire. Alors, lui, dans la négociation, le jeune, moins il en fera, côté de mieux il se portera. Il faut lui dire juste le strict minimum. Et tant mieux d'ailleurs, qu'il fasse le strict minimum, qu'il fasse ses 5 prières à l'heure, qu'il jeûne juste son mot de Ramadan, qu'il ne rajoute pas, qu'il fait, etc., etc. Donc, il faut être avec eux dans une confiance, dans une clarté claire et précise. Donc ça, c'est important. Mais la légitimité va être contestée. À un moment donné, votre jeune, aux parents en particulier, il va comprendre que la religion de son père, c'est pas le père. Mais là, il y a la tradition, il y a la culture, il ne connaît pas le faire, tout ça. Il faut aller étudier le faire, il faut aller... Ma mère, Mskena aussi, etc. Donc, on va commencer à contester l'autorité religieuse de ses parents. Je me souviens aussi de jeunes qui avaient mon âge, une fois, quand je faisais la darwa, j'étais allé voir des jeunes, ils m'expliquent, mon frère m'a dit ça, et mon frère, écoute, il me dit, moi, l'islam, je suis celui de mon père. Il était dans une rame, non, c'est l'islam de son père. C'est l'islam comme son père lui a appris, comme lui a montré, etc. Et que les irtilefs, il n'avait pas, on ne gère pas ces irtilefs, etc. Donc, plus il apprend, plus il grandit, plus il se rend compte qu'il y a plusieurs interprétations de l'islam possibles. Et aujourd'hui, plus que jamais. Et des interprétations mais les plus tirées par les cheveux que vous voulez. Certains vous expliquent que le deuxième n'est pas obligatoire, certains vous expliquent que le riba est permis, certains vous expliquent que vous pouvez être homosexuel et musulman, certains vous expliquent, etc. Alors le jeune, il grandit avec la société. Il tape sur Internet, Google, il va trouver des interprétations les plus fallacieuses, les plus diverses variées. Et il doit sélectionner, il doit faire un ijtihad. Et cet ijtihad, on doit l'utiliser pour ça. On doit lui donner les moyens d'avoir les fondamentaux. Et ça passe par cette éducation. Et effectivement, à très juste titre, le frère disait aussi tout à l'heure, qu'on ne peut pas s'étonner des crises de nos adolescents et des violences quand on ne s'est pas occupé quand ils étaient des enfants. Il faut s'occuper, d'ailleurs, l'adage dit clairement, tu veux t'occuper de l'éducation de tes enfants, choisis une bonne épouse. Choisis un bon époux aussi. Donc ça passe aussi par cela. Ça passe par le foyer, la famille que l'on veut construire, etc. et dans laquelle on est. Donc la question de la légitimité est extrêmement importante. Alors le parent, et certes, il n'y a pas de tabou. Pas toujours. Des fois, il y a des tabous. Votre fils ou votre fille, s'il doit vous parler de sexualité, de masturbation halal ou haram, etc., il ne peut pas demander à son père ou il ne peut pas demander à sa mère. Parce que je peux me masturber, c'est halal ou c'est haram. C'est inconcevable, il y a la pudeur, il y a beaucoup de choses, etc. Donc, les parents, à un moment donné, sont aussi limités de ce point de vue-là. Et c'est là où la communauté doit faire ça. C'est là où l'imam, effectivement, ça a été évoqué, doit jouer son rôle pleinement. C'est là où les frères doivent jouer pleinement leur rôle. J'ai une anecdote toute belle. Mon fils était en petite période de crise, hypersensibilité, sur les boules, etc. Moi, je peux lui parler tant que je veux. Je peux passer 4 heures, 10 heures, le week-end entier, la semaine si c'est nécessaire, à lui expliquer la vie, etc. Mon fils, il ne m'écoute pas. J'ai utilisé un autre frère qui lui a expliqué la même chose, et il a écouté. La crise a été résolue. Parce qu'à un moment donné, il est dans des rapports de défiance, comme j'ai expliqué, etc. Savoir être solidaire. La communauté musulmane est une communauté, elle est ensemble. Et ça, c'est extrêmement important. Or, aujourd'hui, un des problèmes, et j'y reviendrai aussi tout à l'heure, c'est l'individualisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, chacun doit trouver ses solutions tout seul. Il ne veut pas parler de problème de son fils ou de sa fille, parce que je suis marié, tout ça, et que les gens, moi, non, il n'y a pas de problème, tout va bien, mon fils, et puis tu le retrouves en prison, ou l'autre, tout va bien, et tu le retrouves, sa fille, elle a fugué, ou qui ne sait quoi, etc. Donc il ne faut pas avoir peur de ces défaillances. Elles sont normales, on est insuffisant, on ne peut pas tout seul. On est une communauté, on doit être solidaires les uns les autres, et on doit s'entraider. Et donc, du coup, il y a des explications que les jeunes cherchent. Ils cherchent plein d'explications dans la vie, sur plein de choses. Effectivement, sur l'hypersexualisation, c'est un gros problème. Mais on n'a pas d'alternative, on ne sait pas comment faire. Autrefois, dans les sociétés traditionnelles, il y avait des hammams, il y avait les copains, il y avait la fraternité, la mosquée, il y avait les cadres traditionnels dans lesquels on t'expliquait le corps humain, etc., les besoins, les désirs, la sexualité, et la société aussi te poussait à inciter au mariage. Il y avait un modèle préconçu, etc. Or, aujourd'hui, dans cette période dans laquelle d'incertitude, comme je l'ai dit, il n'y a pas de modèle prédéfini, on est dans une société où tous les possibles sont là, où tous les modèles de sexualité sont possibles. Donc, et ensuite, et pire que ça, c'est qu'on t'incite, la société t'incite à des modèles alternatifs de la sexualité hétérosexuelle. D'accord ? Comme par exemple dans l'école, la théorie du genre, etc., qu'on explique aux enfants, etc., que avoir deux papas c'est normal, avoir deux mamans c'est pas méchant, etc. Donc voilà la société, l'école, ce qu'elle dit, et la société, ce qu'elle dit. Ça permet de faire la transition sur la question du bonheur et la place que la société occupe chez le jeune. Le jeune est dans une phase de socialisation, je l'ai dit. J'ai dit au début aussi qu'il y avait deux grandes institutions sociales qui socialisaient les individus, la famille et la société. On ne peut pas comprendre la jeunesse aujourd'hui si on ne comprend pas la société dans laquelle ils sont. Et ça, c'est extrêmement fondamental. Mais quelle est cette société dans laquelle on est ? Et quel modèle cette société nous donne du bonheur ? Parce que les jeunes, ils ne cherchent que ça. À cet âge-là, ils veulent être heureux, ils veulent le bonheur, réaliser un idéal, etc.
Et on est dans une société qui peut être caractérisée par 4 choses très rapidement. D'abord, je l'ai dit, les rapports sociaux sont structurés par l'individualisme. C'est chacun sa vie. Tout on est individualisé. On est dans des rapports comme ça, que ce soit au boulot, à l'entreprise, au travail, ou à l'école, ou ailleurs, etc. On est dans des rapports hyper... Chacun construit sa propre trajectoire individuelle. Même quand on rentre dans l'islam, etc., chacun fait son islam à sa sauce. Écoute, mon frère, c'est ton état. Moi, j'ai mon islam, chacun son islam, etc. Et on est individualise les choses. Et donc, parce que la société nous pousse à ça. Deuxième élément, c'est l'hédonisme, le culte du plaisir. On est toujours en train de chercher le plaisir de jouer, se distraire. Et le jeune, il est dans cette phase-là. Tout ce qui est trop sérieux le fatigue le dessous. Quand vous assistez à une conférence, déjà, les jeunes, mais assister à une conférence, écouter un gars pour 1 heure t'expliquer des trucs, tout ça. Le jeune, il sature, c'est ennuyant pour lui, etc. Il a besoin de divertissement. Raison pour laquelle même les pédagogies alternatives aujourd'hui utilisent tous les moyens et les manières et l'art de distraire, enfin, le divertissement, les vidéos, les jeux, pour essayer d'éduquer les enfants, pour essayer de leur apprendre. On tombe dans ce piège. Ça fait partie de la réforme, par exemple, de la langue française, de l'orthographe, enlever les accents circonflexes, pour simplifier la langue, etc. On veut tout simplifier, en réalité, parce qu'on pense que les jeunes sont de plus en plus idiots, mais seraient de moins en moins intelligents. Et donc là, on a un défi à relever, c'est au contraire, montrer, apprendre aux jeunes qu'on peut être les deux à la fois, qu'on doit être sérieux et savoir s'amuser. Alors comment on sait s'amuser? Est-ce qu'aujourd'hui on sait s'amuser avec un jeune? Vous-même, quand vous avez des jeunes de votre âge, allez, il va au cinéma avec ses copains, vous l'acceptez. Pourquoi vous n'irez pas avec lui? Quel cinéma? Après, il y a des défis. Il veut aller voir un concert avec ses copains, pourquoi tu ne vas pas t'amuser avec lui? Quelle alternative culturelle on offre aux jeunes? Il veut faire du foot, s'amuser, se distraire, etc. Fais-le avec lui aussi, etc. Ou sans lui, parce qu'il a besoin d'être sans ses parents aussi. Mais en tout cas, leur offrir des espaces dans lesquels ils peuvent se divertir et s'amuser correctement, avec une éthique, etc. Mais aussi des espaces dans lesquels ils doivent être sérieux. C'est un défi de la communauté musulmane aujourd'hui aussi que de montrer aux sociétés du monde et à notre société en particulier ici que la jeunesse, elle est capable aussi de prendre les choses au sérieux. Donc ça, c'était l'hédonisme, la question du plaisir et tout. Le troisième élément, c'est le matérialisme. Alors ça, c'est fondamental. J'ai posé une question à un jeune, je lui ai dit, c'est quoi les 3 défis, les 3 priorités des jeunes? Le premier qui rentre en compte, l'argent. Le jeune se soucie, il veut de l'argent, il veut faire de l'oseille, c'est son souci, sa priorité, en particulier quand c'est un garçon, quand c'est une fille, un peu moins parfois, c'est ce qu'il fait. Et donc il faut comprendre que ce n'est pas votre faute si votre enfant est poussé pour aller travailler, ou faire arrêter les études, et juste avoir de l'argent, etc. C'est normal, la société est structurée et poussée comme ça. La valeur argent, l'avoir, prime sur l'être dans cette société. Et donc il faut relever ce défi avec eux pour leur expliquer clairement que oui, l'argent a une place, mais oui, c'est un moyen, mais jamais une fin. Le quatrième élément, c'est le consumérisme. On est effectivement dans cette culture de l'immédiat, on consomme. Le jeune, il a besoin, pour exister, parce que la société lui dit que pour être dans cette société, il faut avoir une valeur, compter. Parce que le jeune veut compter, veut exister, etc. Mais cette société, tu dis, si tu veux compter, si tu veux exister, eh bien, consomme. Si tu es capable de consommer, tu es quelqu'un. Et donc, il rentre dans des... D'ailleurs, vous avez des gens qui ont, tous les phénomènes Facebook, par exemple, et Twitter, les amis, on appelle ça des amis, avoir des amis sur Facebook, etc. Cette amitié virtuelle, etc., qu'on se fabrique, n'est ni moins dans cette logique quantitative, d'avoir toujours le plus, on consomme des amis, on a plein dans un réseau, en réalité, qualitativement, tu n'as aucun ami. Donc le jeune, il va être pris entre ces deux phénomènes, entre la société qui lui offre un modèle et un cadre, et la famille qui lui offre un autre modèle et un cadre, qui peut être parfois contradictoire, mais qui peut aussi être parfois très conciliant dans certains modèles de famille. Et là, c'est là où la religion rentre en ligne de compte. Effectivement, je rejoins les remarques qui ont été faites sur le fait de ne pas tout religiosiser. Encore une fois, ça dépend ce que l'on entend par religion. C'est vraiment la définition. Qu'est-ce qu'une religion, et en particulier, qu'est-ce que l'islam? L'islam comme religion. L'islam n'est pas qu'une religion, au sens où elle relie l'homme au sacré et au divin. L'islam, c'est quelque chose de beaucoup plus inclusif que ça. Ça a été dit, c'est la vie, ou autre, etc. Mais là, elle risque d'être un petit peu long. Mais en tout état de cause, il ne faut pas idéaliser la religion comme solution à tous les problèmes, etc. C'est indéniablement un constat. Je prends des exemples tout concrets, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples concrets qui ont été faits. Mais qu'est-ce qui interdit dans notre religion à ce qu'un Algérien épouse une Marocaine? Dites-moi, qu'est-ce qui interdit cela? Et pourtant, la famille refuse. Mais c'est des musulmans. Hein. Et la société, elle, te dit, fais ce que tu veux. Sur le mariage, encore, on ne te marie pas. Le premier fléau de musulmans, c'est le mariage. Donc, on va être dans cette société qui refuse le mariage, qui, en tout état de cause, le déconstruit, etc. Et une famille qui offre un cadre extrêmement contraignant du mariage, un modèle, un idéal que les parents ont, etc. Et la religion, pourtant, elle est censée être une solution.
Or, elle n'offre pas. Là, le jeune peut venir argumenter auprès de son père. Papa, c'est une musulmane, musulmane, tout ce que tu veux, etc. Le père veut rien entendre. Elle n'est pas de chez nous, elle n'est pas de l'inverse, etc. Et donc là, vous voyez bien que la religion ne suffit pas. Si effectivement la religion n'est pas une solution à tous les problèmes, l'islam est la solution à tous les problèmes. Donc l'islam est plus qu'une religion. C'est pas qu'une religion, mais c'est un mode de vie, une éthique, des valeurs. L'islam est un message universel qui s'adresse à toutes les époques, à tous les temps, à tout le monde. Et je n'ai pas, par exemple, de problème si un non-musulman vient me voir, il me dit j'ai un problème psychologique, etc. Qu'est-ce que je fais ton enfant? On va voir un psychologue, on va voir un truc, on va voir un mécanicien, on va voir. C'est-à-dire que l'islam, on ne doit pas le vivre de manière sclérosée, ce point religion. Il nous enferme. D'ailleurs, le sacré profane, il n'y a pas en islam. En islam, il n'y a que la sacralisation. C'est-à-dire que même l'acte sexuel, quand les compagnons du professeur Mousselam, il leur a dit que quand vous faites l'amour avec votre épouse, vous êtes récompensé. Je prends du plaisir et tout ça, et je suis récompensé. Mais bien sûr, si tu le fais pour tout. Si tu ne l'avais pas fait en dehors du mariage, ne serais-tu pas puni, certes? Avec ton épouse, tu seras récompensé. Donc on est là-dessus sur une vision beaucoup plus apaisée, en fait, du rapport au sacré que des sociétés occidentales qui ont vécu un conflit violent, des guerres de religion, etc. Et toute cette histoire-là qui est derrière. Donc à ce titre-là, on a une spiritualité qui peut tout à fait servir d'exemple de modèle. C'est pour ça que je voudrais revenir sur la question du tawhid. Le frère a cité un hadith, effectivement, dans lequel il faisait état que le conseil du prophète sallam à la place était effectivement celui du tawhid. Le fait de tout ramener à Allah seul, à Allah tout puissant, etc. Si tout le monde dit c'est pour te faire un mal, tu ne m'attendras pas à verser pour un etc. Voilà. Donc on est là-dessus dans extrêmement important. C'est aussi dans le Surat Luqman, quand Luqman fait un conseil à son fils, etc. Le premier conseil, il n'associe personne à Allah. Donc on est vraiment ici dans la place que Allah, que Dieu peut avoir dans la famille musulmane, dans la société en général, avec les jeunes. Et c'est vraiment un défi, ça, c'est le défi majeur que nous avons tous à relever ensemble, que ce soit avec des musulmans ou des non-musulmans aussi. J'insiste beaucoup là-dessus parce que l'islam s'adresse aussi aux non-musulmans et les inclut. C'est la seule religion qui accepte d'autres religions, hein, l'islam, si vous ne savez pas. C'est la seule religion qui accepte et qui respecte d'autres religions. Toutes les autres religions refusent. L'islam reconnaît le christianisme, reconnaît le judaïsme, lui offre une place, protège, etc. Il n'y a aucun problème. Donc là-dessus, on est vraiment, véritablement dans des propositions qui peuvent apaiser le monde et l'humanité. Mais en même temps, il faut connaître aussi l'histoire de l'humanité. Et ça, c'est extrêmement important. Que le jeune, quand il se construit, qu'il grandit, etc., se pose un certain nombre de questions. Quel but dans la vie? Qu'est-ce que je vais devenir? Quel moment? La société lui dit, ta vie, elle s'arrête ici. Que là, ici-bas. C'est ça ta vie. Donc tu as intérêt à réussir. La réussite pour un jeune, la réussite sociale, c'est la réussite matérielle telle que la société définit. Réussir dans cette vie, c'est avoir une maison, une villa, comme nous montrent les publicités de la banque pour faire des prix, etc. Voilà, c'est ça. Avoir une jolie femme, avoir une jolie voiture, avoir une jolie maison. Le jeune, il a réussi. Et inversement, pareil, la jeune fille, avoir un joli garçon, une jolie maison, une jolie voiture, il a réussi. Voilà le bonheur, voilà le modèle de réussite qu'on dit. Or, en réalité, j'utilise le mot avec le poids qu'il faut, la réalité, c'est que cette vie ne s'arrête pas après la mort, qu'il y en a une autre. Et donc, quel est le but de ta vie? Et c'est là où on doit réintroduire la spiritualité et la présence d'Allah avec les jeunes. C'est les réconcilier avec eux-mêmes. Auquel cas, ils rentrent dans des conflits. Et tout ce qu'on appelle la radicalisation, le radicalisme, et tout ça, ce qu'on appelle le nihilisme, le fait que les jeunes ne croient plus en rien, n'ont plus d'espoir en rien du tout, cette société d'hypocrite et de mensongère, t'as qu'à regarder le monde, comment il tourne, etc. T'as compris qu'on te ment tous les jours, etc. Donc en gros, cet idéal que le jeune cherche, cet idéal qu'il va à un moment donné, s'il ne le trouve pas dans sa famille, s'il ne le trouve pas dans la société, s'il ne le trouve pas dans les propositions que le monde lui offre, etc., il est en rupture avec tout ça. Et la seule chose, c'est des idéaux qui le transcendent. Et ça a toujours été le cas, que ce soit avec le communisme ou avec les mouvements Action Directe, etc. Quand il recourt à la violence et tout ça, c'était parce qu'à un moment donné, cette société, ce monde, etc., était tellement violent, tellement injuste, qu'ils n'acceptaient pas cette injustice. Et que pour cela, ils étaient prêts à donner leur vie et à s'engager dans des causes éperdues, etc., et à donner même leur vie physiquement, comme avec ce qui se passe aujourd'hui dans le radicalisme dit islamique, etc. Donc on va avoir ici, chez les jeunes, une attente, une espérance et un idéal que quand ils ne le voient pas, quand ils ne le rencontrent pas, et bien il est en rupture et en conflit, parce qu'il est tellement sincère. Mais la sincérité n'est jamais suffisante pour les jeunes. Tu peux être aussi sincère que tu veux, mais à un moment donné, il y a des lois. Et quand j'utilise le mot loi, je parle des lois universelles, des lois naturelles qu'Allah a fait, que ça passe de la biologie à l'astronomie, à la société, à la culture, à l'argent, aux lois, à l'État, au pouvoir, etc. Il y a des lois, il faut respecter et apprendre à respecter ces lois. Mais pour ça, le jeune a besoin de se les approprier et de faire sienne un certain nombre de choses. Bref, donc le tawhid, il est extrêmement important, il a cette place fondamentale
qui peut être effectivement une solution parce qu'il va canaliser chez le jeune et surtout il va déconflictualiser beaucoup de problèmes. Quand vous avez un problème avec votre jeune, qu'il est en conflit avec vous, c'est pas moi qui le dis, mon fils, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, c'est lui qui nous a créés, toi et moi. Il nous a créés tous les deux. Et à ce titre-là, on doit se soumettre à notre créateur. Donc l'islam doit être une spiritualité apaisante. Elle est une spiritualité apaisante et c'est en cela qu'effectivement on peut y trouver un remède entre guillemets à nos maux sociaux et des solutions